Et pour débuter, j'appelle Gilbert Coyer. Maître de conférences habilité à diriger des recherches, notamment sur les dysfonctionnements interactifs précoces avec le laboratoire de psychopathologie de Bobigny. Il invite à des regards croisés dans sa double formation en anthropologie et en psychologie clinique, 25 années de pratique en pédopsychiatrie et protection maternelle et infantile. Je lui laisse la parole sur médiation interculturelle. Je prends ce micro, il fonctionne. Pour les diapositives, je clique ici. Voilà. Alors, d'abord, je suis très content d'avoir entendu cette introduction et je remercie ce comité d'organisation superbe. Je peux vous dire que ce que je viens d'entendre me regonfle les batteries par rapport au thème qui nous est commun ici, devant un public large qui touche l'adolescence de certains collégiens où vous avez à construire votre identité dans cette société, avec ceux qui sont près de vous, attentifs, le mot a été prononcé, attentionnés, de façon à ce que cette construction soit positive. C'est le sens que je vais tenir à mon propos. Je ne voulais surtout pas que le thème s'appelle « Grandir entre deux cultures », ce qui voudrait dire qu'on serait comme entre deux chaises, c'est-à-dire prêt à tomber par terre, mais se construire avec plusieurs cultures. Dès lors qu'on en a deux, je vous l'assure, une troisième peut s'ajouter, quatrième, etc. Il s'agit des cultures comme des langues. C'est un apprentissage qui débute très tôt dans la vie et qui mérite d'être, surtout dans ce monde d'aujourd'hui, valorisé. Voilà. Alors les diapositives que je vais vous présenter, il y en a 4, comme celle-ci. Ce sont les diapositives que je rêve de voir utilisées, conservées et utilisées par, je crois, toutes les personnes qui sont ici, qu'elles soient engagées dans cette vie de notre société ou qu'elles se sentent impliquées en tant que parents ou en tant que jeunes à se construire. Mettez ces diapos de côté, vous pouvez les photographier, les utiliser. Je ne réclame pas de droit d'auteur, c'est un résumé. Je rêve de les présenter dans toutes les régions de France et d'ailleurs. Voilà. Alors, on m'a demandé de définir ce qu'était une culture, qu'était le terme interculturalité, voire transculturalité, multiculturalité. Je vous passe cette définition de 1871, qui est ancienne, pour vous montrer combien les sociologues, anthropologues de l'anthropologie sociale, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés par la construction de l'homme en société comme maître de culture, réfléchissent à ce sujet depuis 150 ans. Cette définition première de 1871, elle est intéressante parce qu'en plein 19e siècle, révolution industrielle de l'Europe, quelqu'un s'oppose à une idée raciste qui serait qu'une culture caractérise des races humaines qui se distinguent entre elles avec des cultures inférieures et des cultures supérieures notamment. Ce qui est important de cette définition, c'est de dire que toute culture est acquise. Étant acquise, elle est acquise par des gens qui nous la transmettent. Donc elle est en cet axe d'acquisition et de transmission depuis les premiers jours de la vie, et même avant, dans nos odeurs et nos impressions fœtales. Donc toute culture est apprise, elle est transmise dans une société, c'est-à-dire qu'elle devient un fait social. Nous nous contaminons les uns les autres de gestes qui, par leur automatisme, nous imprègnent et finalement dirigent nos vies. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est acquis et transmis, mais qu'on y met la connaissance, les croyances, l'art, la morale, le droit, les coutumes, etc., le langage. C'est-à-dire qu'on va arriver à cette deuxième définition qui date des années 1900 par Franz Boas, qu'on considère comme un des fondateurs de l'anthropologie sociale, qui est que toute culture est un tout et que ce que nous recevons et transmettons, qui est fait de gestes, de droits, de coutumes, de croyances, etc., tous ces éléments sont liés les uns entre eux, ce qui fait que si on veut étudier un fait culturel, nous devons considérer la culture globale
dans laquelle ces faits s'insèrent. Ce qui définit la méthode de l'ethnologie et de l'anthropologie, à partir des années 1900, qu'on appelle immersive, c'est-à-dire que pour étudier une culture, ce que j'ai fait avec grand plaisir une grande partie de ma vie, je vais chez les gens, c'est comme dans l'émission « J'irai dormir chez vous », je mange dans leurs assiettes, je me fais servir, je dors à côté et je me laisse imprégner, baigner dans ces gestes quotidiens qui circulent inconsciemment d'un individu à un autre. Je m'en imprègne et je les compare un peu à ma culture d'origine, et ce qui fait qu'au retour, j'accomplis une deuxième recherche qui est la première, j'ai découvert une culture, la deuxième, je comprends mieux la mienne par rapport à une culture dans laquelle j'ai voyagé. Donc on est dans les années 1900, vous voyez, ça date de plus de 120 ans, dans l'idée qu'une culture ne se comprend que de l'intérieur et qu'elle doit se comprendre par immersion, côtoiement, vie avec les personnes, sans jugement de l'extérieur. Les études contemporaines ont approfondi ces méthodes et cette définition culturelle. On s'est rendu compte notamment, et ça je veux le défendre ici devant vous, qu'on est sorti de cette idée qu'une culture serait figée et que la quitter, ce serait perdre son identité parce qu'être déraciné, cette notion de racine, elle est véhiculée dans des images quotidiennes, etc., déraciné, etc. Non, toute culture est mouvante. Si elle se meurt, c'est qu'elle n'est plus mouvante, c'est qu'elle a perdu sa dynamique. Et en anthropologie aujourd'hui, ce qu'on étudie, ce sont les faits culturels, mais surtout leur mouvement. Comment ils changent. Comment ils changent quand on passe de la campagne à la ville, quand on change de pays ou d'un autre par la migration, en comparant ce qui se passe, etc. On arrive à observer des phénomènes assez étonnants, contre-intuitifs. Par exemple, dans les diasporas, les gens qui vivent plusieurs générations en dehors du pays que leurs arrière-arrière-grands-parents ont quitté, on voit des gens qui conservent encore plus les traditions d'origine d'il y a 150 ans que dans le pays d'origine, ce qui fait que quand ils reviennent 3 générations après, ils subissent un choc. La modernité, c'est dans le pays qui a été quitté. Donc, parce qu'il s'agit de réflexes de survie en situation de diaspora. Alors, la deuxième diapo, je voudrais donc passer un peu comme un mémo pour tout le monde, c'est que c'est quelques termes, 4, j'en ai choisi 4, acculturation, réinterprétation, syncrétisme, créolisation. Acculturation, j'insiste toujours pour montrer que ça s'écrit avec 2 C, parce qu'il est un mauvais usage aujourd'hui qui me choque l'œil et l'oreille, et surtout l'esprit, qui est de l'écrire avec un seul C, ce qui voudrait dire que c'est privatif, et que changeant de culture, on perd quelque chose. Or, non. Nous sommes ainsi faits que, ayant construit nous-mêmes une culture, étant petits et grandissant, la recevant, nous avons cette aptitude à encourager, à développer, à nourrir, à y ajouter d'autres éléments culturels tout au long de la vie. Et c'est ça que l'on appelle processus d'acculturation, addition de culture. Oui, ac, c'est avec. Ac, c'est avec. C'est comme dans addition, le A sans, c'est quand ça vient du grec, c'est un A privatif, et quand vous avez une consonne redoublée après le A, c'est une addition. Réinterprétation, c'est un phénomène absolument extraordinaire que les anthropologues ont découvert dans les années 30 et 40. C'est que quand vous voyagez dans une culture, des gestes qui ne sont pas les vôtres, vous allez vous les réapproprier parce que vous trouvez que le sens vous va bien. En termes de rituels de funérailles, de décès, d'enterrement, d'honneur aux morts, par exemple, nous allons voir qu'on va passer dans une autre culture, les façons de faire sont différentes, mais pour nous, c'est toujours l'honneur par la mémoire, l'inscription dans la mémoire du défunt. Quelqu'un qu'on perd physiquement dans la vie, il entre dans notre mémoire, et c'est ce qu'on voit universellement dans toutes les cultures, ce qui fait qu'on va pouvoir réinterpréter les façons de faire, puisque le sens des choses est le même au fond. Syncrétisme, ce sont des synthèses religieuses qui ont été étudiées par l'anthropologue Roger Bastide.
tout au long de sa vie. Il a écrit en 1967 sur le sujet, mais il a étudié ces phénomènes particulièrement au Brésil et avec ses amis qui travaillaient dans l'ère afro-caribéenne, où on voit des religions soit s'accumuler, on a une croyance, on va en ajouter d'autres, parce qu'avoir plus de croyances, plus de rituels, plus de pratiques, plus de dieux, c'est encore mieux, pense-t-on, c'est ce qu'il appelle syncrétisme d'accumulation. De fusion, on fusionne des religions ensemble, on le voit avec certaines formes de pentecôtisme actuel en Afrique, où vous tombez en transe au moment où l'Esprit Saint vous est imposé sur le front, mais cette transe, on ne sait plus si ça vient des évangiles ou des traditions locales, notamment du kimbanguisme congolais et autres. Vous voyez, on a des religions qui fusionnent, ou par correspondance, le candomblé de Bahia, où vous avez des rituels de possession, où quelqu'un vient faire un rituel vaudou, pas au sens des poupées qu'on pique avec des aiguilles, mais au sens du rituel initiatique tel qu'il était pratiqué chez les Fonds Yoruba d'Afrique, qui a été véhiculé par l'esclavagisme sur le continent américain, déporté, et où on voit les vaudous ont pris la figure des saints du christianisme. Syncrétisme. Vous voyez, c'est un élément d'évolution des cultures aussi. Créolisation, j'insiste beaucoup sur créolisation et pas créolité, c'est ce que nous a apporté Édouard Glissant sur les cultures créoles de l'ère caribéenne. La créolisation, c'est un processus en mouvement où le processus en mouvement où vous avez, on a essayé d'effacer votre culture d'origine, vous la maintenez en vous, en construisant, en reportant par réinterprétation les éléments de votre culture d'origine dans celle qui vous est imposée. Donc vous déformez l'apparence, mais le fond, c'est l'origine. Et ça vous amène à toujours composer. Donc ce que disait Édouard Glissant, c'est que créolisation, c'est un processus où des éléments culturels s'additionnent les uns les autres, mais le résultat de 1 plus 1, ça n'est pas 2, c'est un élément nouveau. Et ça, c'est très intéressant à étudier dans nos cultures contemporaines, notamment en regardant ce que fabriquent les jeunes dans les communautés culturelles qu'ils construisent à partir de leur diversité de vie vécue entre eux par des origines différentes. Voilà. Donc là, tu es en train de dire que 1 plus 1 égale 3. Égale 3, 4, 5, et voire l'infini. Voilà, okay. C'est une composition. Sur le multiculturalisme, c'est un mot qui est très, très utilisé aujourd'hui aussi, et il faut savoir que, au fond, une société multiculturaliste, comme on la souhaiterait, nous, n'a pas encore vraiment existé. Ce que nous disons, nous, anthropologues, c'est que ça n'est pas parce que ça n'a pas existé qu'il ne faut pas le faire. Et qu'il n'est pas besoin, pour changer notre culture, d'avoir des modèles ailleurs ou antérieurs. Il faut fabriquer avec ce que l'on a. C'est la notion de bricolage introduite par Claude Lévi-Strauss. Donc on compose. Et multiculturalisme, c'est la diapo d'après. Voilà. Michel Vieviorca, c'est un sociologue que vous voyez quelquefois passer à la télévision. Je vous invite à le connaître. Il a été directeur, maintenant il est retraité, du plus grand laboratoire de sociologie de France, plus grand en nombre et en prestige. Et ce qu'il a fait, c'est comparer les différents modèles dans lesquels on s'essaie, avec une typologie en 3 modèles. Assimilationniste, ça veut dire quelqu'un vient, change de culture, il doit se débarrasser de la culture antérieure pour adopter la nouvelle. C'est un modèle dans lequel on ne croit plus aujourd'hui, en tout cas majoritairement, et qui avait, au nom d'une idée de l'égalité de tout le monde, on partirait tous de zéro, finalement dénier les particularités culturelles, les stigmatiser et provoquer des stéréotypes très négatifs à l'encontre de ceux qui, malgré tout, exprimaient encore des particularités. Donc, au nom de l'égalité, on fabrique des différences négatives. Principe de tolérance, c'est le modèle anglo-saxon,
c'est-à-dire on laisse l'expression culturelle être complètement libre en société, mais c'est toléré, ça veut dire qu'on ne s'interroge pas sur la construction, on ne veut surtout pas que ça atteigne l'individu. Vous voyez, le premier modèle, on ne veut pas que ça atteigne la sphère sociale, le deuxième, l'individu. Donc, après l'heure du pub et après le travail, chacun chez soi, mais on ne s'invite pas mutuellement. Le modèle hypercritique, c'est le modèle, c'est un modèle très militant qui demande la reconnaissance des particularités. Sa limite est son militantisme, qui lui donne son énergie, certes, mais qui peut arriver au fait qu'il devient concentré sur la particularité culturelle et non plus sur le dialogue entre les cultures. La conclusion qu'en tire Michel Vievurka, vous voyez, c'est que chaque modèle a ses limites et qu'au fond, un modèle n'est bon que conscient de ses limites pour savoir vers où il doit avancer encore par rapport à ces paradoxes. Alors, la question du dédoublement que vivent des personnes qui se sentent séparées, hélas, entre deux cultures qui n'arrivent pas à adjoindre, ça a été étudié, vous voyez, il y a bien longtemps, en 1964, il y a 60 ans exactement, Abdelmalak et Pierre Bourdieu, de grands sociologues, ils l'ont étudié en Algérie, en milieu kabyle, en suivant des personnes qui quittaient leur Kabylie rurale pour aller vers le monde urbain des villes coloniales de l'époque de l'Algérie française. Et ce qu'ils ont constaté, c'est qu'il y avait une opposition de valeurs et de morale entre la vie de la campagne et la vie en ville. La vie en ville, c'était la vie vers le développement, la réussite individuelle qui sous-tendait la réussite économique, l'autonomie financière, donc la réussite professionnelle, etc. Alors que dans les campagnes, quelqu'un qui se vanterait de sa réussite individuelle serait compris comme un égoïste qui renie sa famille et doit surtout revenir chez lui avec beaucoup d'humilité, qui montrant que bien qu'ayant fait des études, étant couvert de diplômes et de réussite sociale, devant les aînés, il s'assied et montre qu'il a le respect de la transmission et de la solidarité. Vous voyez ? Et la difficulté d'adjonction des deux montrait certains symptômes qui sont l'aspect négatif des constructions biculturelles, où là on est partagé parce qu'on ressent en soi des oppositions de valeurs. Alors ces oppositions de valeurs ont montré ce qu'on appelle des dédoublements dans la personnalité. Et quand j'en parle souvent dans le public, il y a des gens qui en témoignent et qui me disent c'est exactement ce que je vis au quotidien. Vous voyez, monsieur, une assistante maternelle me dit un jour, mes enfants, elle est d'origine d'un pays du Maghreb, elle me dit mon souci c'est qu'ils s'intègrent, donc je ne leur parle que français, des berceuses en français, de la nourriture française à mes enfants, mais les enfants que je garde, vous comprenez monsieur, il faut bien que je leur donne de la chaleur, de l'accueil. Donc eux, ils ont les berceuses kabyles, ils ont la nourriture de chez moi, etc. Monsieur, je suis dédoublé. Voilà. C'est que je voudrais transmettre à mes enfants, je transmets le contraire, et je transmets quelque chose pour lequel je ne me sens pas tout à fait loyal pour les personnes qui me payent pour garder leur enfant. Voilà le type de dédoublement de valeur avec une interrogation intérieure. Alors par rapport à ça, il y a eu aussi des sociologues qui ont étudié et suivi pendant, notamment Carmel Camilleri, qui était un Maltais originaire de Tunisie, donc qui s'était construit entre plusieurs cultures, culture maltaise, culture tunisienne, et dans une époque où la Tunisie était en plein changement. Quand il avait 20 ans, c'était les indépendances. Le pays devenait indépendant, en même temps qu'il devenait indépendant, relié à l'Europe. Comment se construire là-dedans ? Il suit des gens qui vont d'une culture à l'autre et s'aperçoit que, au fond, c'est une construction qui demande des efforts, qui demande un investissement, comme quand on apprend une langue, que la meilleure décomposition, au fond, est du côté du plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut, au début, chercher ce que j'ai donné comme exemple avec vous. Dans la culture des funérailles, je retrouve la mise en mémoire des morts, leur honneur, etc. etc. C'est-à-dire qu'il faut penser plus loin que la forme, en allant dans les comparaisons et en ajustant cela dans sa vie au fur et à mesure, le nouveau,
se greffant avec concorde, avec l'ancien, pour dire il n'y a pas contradiction de sens si je vais dans le fond plutôt que la forme. À défaut, ce qui se passe, notre Camilleri, c'est qu'on peut avoir des binarisations, c'est-à-dire je suis perdu, j'en ai assez, je me réfugie soit du côté des valeurs, les miennes anciennes, ou celles nouvelles, mais pas les deux en même temps. Voilà. Ce qui peut aller vers certaines formes de fondamentalisme qui deviennent des refuges contre une crise d'identité. Vous voyez, c'est décrit dans les années 1970, hein, à une époque où on ne réfléchissait pas sur le sujet encore, soit dans des super adaptations où on quitte toute idée de réflexion sur qu'est-ce que sont les valeurs de la vie, c'est-à-dire comment être heureux, comment cheminer, comment faire avec les réalités difficiles, etc. C'est ça que porte une culture. Hein. Et on quitte ça pour une adaptation concrète, pratique, financière, professionnelle, dans une réussite matérielle, mais absolument vidée du sens qu'on appelle sens ontologique, c'est quel est le sens de la vie. Alors, eh bien, pour terminer, cette 4e diapositive, ce qu'on appelle stéréotype. Alors, ce qui est intéressant à retenir, moi je trouve, c'est l'effet rebond ou les prophéties autoréalisatrices. Quand, puisqu'il y a des enseignants ici, les enseignants le savent, quand on croit au potentiel de ses élèves, on remonte leur niveau. C'est ça qu'on appelle prophétie autoréalisatrice, analysée par Merton, vous voyez, c'est vieux, en 1949. Et à l'inverse, quand vous êtes persuadé que votre élève ne va pas réussir, il fait un effort redoublé, donc il perd son énergie à se concentrer pour vous prouver qu'il est bon, pour lutter contre le stéréotype, c'est-à-dire contre le cliché négatif qu'on envoie vers lui. Quelquefois, vous avez aussi des effets rebonds, c'est-à-dire qu'à vouloir prouver, il va dégager des énergies supplémentaires pour réussir. Voilà tout ce qu'on observe chez nos générations, vous et d'autres, pour des collégiens et moi pour mes étudiants à l'université. C'est-à-dire que quand je valorise le potentiel de leur pluriculturalité, ils me montrent des capacités qu'ils cachaient auparavant. Je vous donne juste un exemple pour terminer, avant la dernière définition. J'interviens une fois dans un hôpital psychiatrique en formation et je voudrais rendre hommage à l'infirmier qui en a témoigné. Monsieur, j'étais très mauvais en anglais. Mes parents me disent en 4e d'aller en classe d'allemand. C'était terrible pour moi. J'ai fait une crise. J'ai fait un tapage à la maison jusqu'à temps qu'ils cèdent. Ils ont accepté de m'inscrire en classe de portugais. Pour eux, c'était complètement dévalorisant. J'ai eu 18 sur 20 en portugais. Je me suis aperçu que la langue que je parlais pouvait me donner des bonnes notes. À partir de là, j'ai eu 18 sur 20 en anglais aussi. Alors, cette question du langage, c'était aussi une question que vous vouliez aborder dans ces tables rondes. J'ai accompagné des enfants dans les crèches. Et sachez combien un petit enfant de 6 mois qui arrive en crèche à 6 mois est déjà baigné dans sa langue d'origine, parlée dans la famille. Il est baigné parce que l'apprentissage des langues au tout jeune âge, c'est un apprentissage par la musique de la langue qui contient la grammaire des langues, ce qui fait que s'il est dans un bain linguistique à la maison et dans un nouveau bain de langue à la crèche, il peut être complètement perdu au point d'avoir des symptômes assez sérieux du point de vue psychologique, hein, comme s'il était lâché, qu'il n'avait plus d'affect, de relations affectives avec l'entourage. Donc on affichait dans les crèches où je passais les quelques mots, soit en chinois, soit en tamoul, soit en turc, qui sont des mots très simples, hein, donne, merci, attends, papa, maman. Vous voyez, on a 7 ou 8 mots à la fin qui font que les dialogues s'engagent. Donc à 6 mois, un enfant est déjà imprégné d'une langue qui est connectée avec son univers affectif.
Ce que je vous ai dit des dédoublements et divisions de la personnalité en conflit, qu'est-ce que je vais enseigner à mon enfant avec ce discours qui a été tenu de « je ne dois pas user de ma langue maternelle à la maison parce qu'il doit appeler français », ça a fait que j'ai suivi plein de mamans qui passaient des cassettes de langue à leurs enfants à la maison, qui les envoyaient en crèche et qui étaient en difficulté dans les deux langues puisqu'il n'y avait pas de transmission affective. Non, le bilinguisme, je le défends profondément comme le biculturalisme, c'est un potentiel. Le souci, c'est que c'est un effort, mais c'est un effort qui doit être encouragé. Le symptôme du bilinguisme, on s'en alerte, mais ce n'est pas un symptôme au fond. C'est qu'un enfant qui est dans deux langues, en grandissant, a un retard de langage, n'importe quel orthophoniste pourrait vous le confirmer, ou n'importe quel parent ici présent, c'est-à-dire qu'il parle plutôt vers 3 ans, comme un enfant de 2 ans. Mais ce retard de langage est rattrapé très vite. Il est rattrapé très vite, et ce qui est gagné, c'est un potentiel d'apprentissage des autres langues, et il en est de même vis-à-vis des cultures, et vous verrez dans notre société d'aujourd'hui où les jeunes sont amenés à voyager ou travailler dans des équipes avec des gens de différentes cultures, la plus grande capacité d'adaptation des enfants qui ont fait cet apprentissage, pas seulement des langues, mais des cultures. Dernier mot, c'est sur la notion de métissage qui est galvaudée aujourd'hui. Donc vous comprenez, je vous donne des définitions de sociologues pour que vous en usiez de façon réfléchie comme ils l'ont fait. Parce que ce qui heurte le plus les personnes que je connais qui ont eu à se construire avec plusieurs cultures, c'est quand on leur dit qu'ils sont métis, ils seraient café au lait. C'est une expression absolument raciste qui ne tient pas compte de la réalité, qui est que quand vous vous construisez avec un métissage, quel que soit le métissage, un métissage d'origines sociales qui sont un peu en conflit les unes avec les autres aussi, non, il y a des parties en vous qui restent entières. C'est ça qu'on appelle en mosaïque. C'est quand vous regardez une mosaïque romaine par exemple, de loin, vous voyez du rose, du vert. Le vert, quand vous vous approchez, ce sont des carrés bleus et des carrés jaunes juxtaposés, entièrement jaunes, entièrement bleus, qui de loin font du vert. C'est-à-dire le métissage, c'est une composition personnelle qui se travaille au quotidien. Merci de votre attention.